Vous pourrez le repartager ou le rediffuser si vous avez des collègues qui auraient aimé être présents aujourd'hui, mais qui ne pouvaient pas se rendre disponibles ce matin. N'hésitez pas surtout à couper vos micros pour qu'on puisse bien entendre les intervenants. Et puis, on va pouvoir commencer ce webinaire. Déjà, je voudrais vous remercier de votre présence nombreuse ce matin. Pour recontextualiser un peu le contexte de ce webinaire, la question de l'adaptation au changement climatique pour le Conservatoire du littoral, c'est un sujet important depuis de nombreuses années. En Occitanie, au sein de la délégation Languedoc-Roussillon, on a souhaité depuis 2024 renforcer et appuyer davantage nos réflexions sur ce sujet. D'autant dans un contexte où, à l'échelle de l'établissement, l'adaptation au changement climatique devient un axe fort, notamment au travers d'un des trois axes du contrat d'objectifs et de performance qu'on est en train qui est en cours de rédaction avec le ministère de la Transition écologique, ce qui vient voilà, conforter l'importance de ce sujet pour l'établissement. C'est un sujet qu'on voit aussi prégnant dans les comités de gestion, auprès de nos gestionnaires avec qui on travaille étroitement. Et donc, dans ce contexte-là, on souhaite progressivement voilà, monter collectivement en compétences sur ce sujet, s'outiller. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité porter ce projet de récit climatique mutualisé à l'échelle du littoral d'Occitanie. Virginie, si tu as la main, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, dans le cadre de ce travail porté en délégation, notre action est guidée par plusieurs objectifs stratégiques qui portent notamment sur la montée en compétences de notre délégation, sur disposer de principes pour orienter notre stratégie interne et notre action, mais aussi de pouvoir acquérir et de partager de la connaissance sur les conditions du changement climatique, puisque c'est toujours la première étape pour se lancer dans une démarche d'adaptation au changement climatique. Avant de savoir à quoi on s'adapte, il faut évidemment, avant de s'adapter plutôt, il faut savoir à quoi on s'adapte. Et donc aussi de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice pour accompagner l'action de nos gestionnaires sur cette thématique qui est déjà largement portée dans un certain nombre de sites, mais voilà, de pouvoir participer à cet outillage-là. Et donc, ce projet de récit climatique mutualisé à l'échelle du littoral d'Occitanie répond à plusieurs de ces objectifs, à la fois sur la montée en compétences, à la fois sur l'appui à nos gestionnaires, et puis sur le partage d'une connaissance socle sur les effets du changement climatique. C'est un projet qui est appuyé aussi par nos partenaires, puisque c'est un projet qui est financé à 75% par les partenaires du plan Littoral 21, donc la région, l'État et la Banque des territoires, avec qui on souhaite travailler étroitement dans le cadre du déploiement des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, qui sont d'autres stratégies complémentaires aux réflexions qu'on peut porter sur nos espaces naturels. Voilà un peu pour les éléments de contexte. On est ensemble pour 1 heure. Donc là, l'idée, c'est que pendant la première demi-heure, le RECO et géographaires qui ont travaillé sur ce récit climatique puissent vous présenter les résultats de ce travail qui a duré à peu près 7-8 mois. On aura ensuite un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions, que ce soit sur le fond, sur les aspects méthodologiques, sur voilà, ce partage de retours d'expérience. Vous pourrez aussi partager si vous avez d'autres travaux, notamment en Occitanie, qui sont complémentaires à ce qui vous sera présenté. Et puis voilà, on terminera ce webinaire à 10h30. Virginie, je te laisse la main si tu souhaites continuer à présenter le récit. Oui, merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Donc Virginie Hugues pour l'équipe Réconnexion.
Et comme le disait Marie, voilà, on est ensemble pour 1 heure pour vous parler de ce projet, vous donner un petit peu les résultats qu'on a eus, puisque là, voilà, on est en finalisation, de ce récit. Donc tout d'abord, bah, qui est derrière, l'élaboration de ce récit? Donc il y a les 6 personnes, que vous avez à l'écran. Côté Réconnexion, Guillaume Simonet-Oumania, David Seigneric, Hélène Petit et moi-même. Et côté donc plutôt donc analyse de données et maquettage, on a Philippe Rossello et Élise Poulet. Si Guillaume et David sont là, Philippe également, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot pour vous présenter rapidement? Alors moi je suis là. Je sais pas pour et David, mais oui, bah Philippe Rossello, oui, bah, tu as tout dit, hein, simplement, bah, c'était une Bonjour. belle étude, peut-être en Ça introduction. va, vous surtout? Une belle Ah, étude qui a pris ouais, un plusieurs peu mois, peur, hein. comme l'a dit Marie, et je dirais avec des membres de l'équipe, là je dis l'équipe en général, qui étaient complets. Philippe, est-ce que tu peux réouvrir ton micro, s'il te plaît? Ouais, voilà, je sais pas quand j'ai été coupé. Bon, en tout cas, je disais une équipe complémentaire, que ce soit Reconnexion, Géographie, Tumulte. Et voilà, ce fut un plaisir, même si c'est pas tout à fait fini, de mener cette étude. Merci Philippe. Bon, bah, je propose qu'on passe, Oui, on déroule la pardon. présentation. Ah, je crois que David, Oui, j'ai non, cru reconnaître ta j'étais là, mais voix. j'avais voilà, pas grand-chose de plus à dire. C'est surtout toi, Virginie et Hélène, côté Reconnexion, qui avaient énormément effectivement travaillé sur ce sujet. Nous, on était plutôt là en support et en relecture. Et voilà, donc je te laisse dérouler et présenter le travail. Merci. Merci David. Donc voilà, pour l'ordre du jour, l'idée c'est de vous présenter quand même quelques éléments de méthode aussi, comment on a fait pour concrètement élaborer ce récit. Donc on reviendra voilà sur les étapes de production, quelques tendances évidemment mises en avant dans le récit, donc quelques résultats par indicateur, et enfin des conseils de lecture. Pour voilà vous dire, bah, donner quelques indications sur comment lire ce récit, qu'est-ce qu'on trouve dans les différentes catégories d'indicateurs. Donc, comme le disait Marie, hein, l'objectif de l'élaboration de ce récit, c'était vraiment d'acquérir des connaissances et d'avoir ce socle commun, en fait, de connaissances scientifiques sur les changements climatiques en cours et les projections qu'on peut avoir à notre disposition, en vue vraiment de lancer une stratégie, une action d'adaptation dans les territoires. Donc voilà, plusieurs mois de travail hein, qui ont commencé en juin dernier. Et tout au long de ces plusieurs mois de travail, c'est important de rappeler que ça a été un travail assez participatif. On a vraiment essayé de dialoguer avec pas mal de parties prenantes donc mobilisées dans la gestion des espaces naturels, que ce soit donc des gestionnaires, des gardes, mais aussi les financeurs, les commanditaires, pour avoir voilà, une vision aussi un peu plus macro et stratégique. Donc vraiment, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, des comités de pilotage, des ateliers tout au long du projet pour valider l'avancée, mais aussi et surtout avancer main dans la main dans la sélection des indicateurs, dans l'élaboration des périmètres, voilà, qui nous ont amenés à beaucoup, beaucoup discuter, beaucoup remettre en question aussi ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc une première phase de juin à septembre, vraiment de revue de littérature, de discussion, de présélection. On a vraiment voilà, fait ce travail de débroussaillage de tout ce qui existait, de tout ce qu'on pouvait éventuellement proposer dans le récit. Une deuxième phase plutôt en fin d'année dernière, donc octobre à décembre, où là on est vraiment rentré dans le vif du sujet, la collecte des données, leur analyse avec un premier traitement de toute cette matière très dense. Et donc ça a donné lieu voilà, à une première rédaction en fin d'année. Et donc, ça débouche sur ce début d'année 2026 qui est vraiment dédié à la finalisation. Donc, on approfondit le récit, on fait la version finale, on présente les résultats et le document est donc en cours de maquettage et sera disponible très prochainement.
Donc, allons un peu plus, voilà, une fois de plus dans le vif du sujet. Cette liste d'indicateurs que vous voyez à l'écran, donc on les détaillera pas tous aujourd'hui, ça serait bien trop long. Mais donc tous ces indicateurs-là, pardon, ont été développés dans le récit climatique. Euh, Pour les encadrés bleus, donc température, précipitation, incendie, mais aussi élévation du niveau de la mer. Là, on s'est vraiment basé sur des indicateurs donc calculés, issus des scénarios TRAC, RCP également. À la différence des indicateurs relatifs au vent, à la submersion ou la salinisation, où là, on a un peu plus mobilisé, finalement la revue de littérature et les données, existantes, voilà, des rapports qui existaient, déjà et qui n'ont pas fait l'objet de recalcul, de données, chiffrées. Voilà, mais en tout cas, là, ici, vous avez vraiment le panorama, exhaustif de tous les indicateurs, qu'on a calculés, et qui font l'objet donc de catégories d'indicateurs, de parties, hein, spécifiques, dans le récit climatique. Et je laisse Philippe nous parler des périmètres. Oui, mais alors c'est vrai qu'on est parti sur une approche multi-échelle dès le départ, avec une idée, c'est d'avoir une entité pour ce littoral d'Occitanie. Mais aussi des sous-unités. Et donc, d'où le terme périmètre, donc périmètre de l'ensemble du littoral, mais aussi les sous-périmètres, pour, si vous voulez, avoir des approches à la fois globales et des approches plus locales, en essayant d'identifier des sous-climats. Donc, ce climat du littoral et ces sous-climats, finalement, si on résume. Alors, il y a toute une série de jeux de données qui a été utilisée, ces données qui ont été croisées, et que ce soit, vous voyez la liste à droite, que ce soit les parcelles protégées du Conservatoire du littoral, les périmètres autorisés, les 78 communes concernées par la submersion et l'érosion marine, etc. Donc, croisement de l'ensemble de ces données pour identifier l'emprise géographique de ce littoral. Et donc, c'est là où on est arrivé à cette unité. Et ensuite, on a travaillé avec les bassins versants, si vous voulez, les sous-bassins versants, pour avoir, si vous voulez, des unités géographiques qui correspondent à la rencontre entre l'eau terrestre et la mer, finalement. Voilà, c'est l'un des sujets importants de ce récit climatique. Et donc, entre le croisement de l'ensemble de ces jeux de données, de ces sous-bassins versants et des unités aussi littorales du conservatoire, on est arrivé à ces 9 unités qu'on appelle ce sont des unités hydrolittorales. Donc, il y a l'unité, dans le récit, vous verrez, il y a l'unité littorale, c'est son nom en tout cas, et puis les 9 unités hydrolittorales. Et c'est là où on a des indicateurs, si vous voulez, des indicateurs climatiques qui correspondent finalement à ces emprises géographiques, ces sous-unités, pour affiner l'analyse et pour vous aider finalement à voir quel sera votre climat demain aux différentes échéances temporelles. Voilà, effectivement, dans le récit climatique, vous trouverez en fait un tableau de correspondance également entre toutes les parcelles protégées, les réserves, donc tout espace naturel protégé, et donc son implantation dans telle ou telle unité hydrolittorale. Certains espaces sont à cheval sur 2 unités hydrolittorales, et donc tout ça est bien précisé pour pouvoir, voilà, pour que chaque lecteur puisse bien identifier finalement quelle unité hydrolittorale l'intéresse en priorité, on va dire, dans sa lecture. Alors, peut-être aussi, Virginie, dire qu'on a des sites qui parfois sont à cheval sur 2 unités hydrolatérales. C'est précisé, c'est mentionné. Il y a le pourcentage dans telle unité hydrolittorale ou telle autre. Mais de manière générale, voilà, il y a quelques cas. Mais la grande majorité des sites appartiennent à une unité hydrolatérale. C'est ça, donc effectivement, voilà, tout ce travail d'élaboration, de sélection d'indicateurs, d'élaboration de périmètres et sous-périmètres a vraiment fait l'objet d'un long travail de discussion, voilà, pour aboutir à cette version stabilisée qu'on a utilisée donc tout au long de notre analyse.
Voilà, donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc là, on va vous parler, on va vous donner quelques résultats, quelques tendances par catégorie d'indicateurs, donc les encadrés qu'on a présentés précédemment pour les différentes catégories. Donc, si on démarre sur la question des températures, ce qu'on observe, c'est que depuis les années, on va dire, autour des années 1980, il y a quand même une accélération de cette augmentation des températures. Sur les graphiques Météo France, cette augmentation, elle est vraiment bien identifiable à partir de cette décennie-là. Et ce que les projections nous disent, c'est que cette augmentation-là, elle va se poursuivre en fait, que ce soit sur les moyennes annuelles ou les moyennes saisonnières. Toutes les saisons finalement font l'objet d'une augmentation de leur température, que ce soit donc les minimales, les maximales ou les moyennes. Mais on a quand même une période assez particulière et on le verra, avec les autres catégories d'indicateurs, les précipitations, les incendies, mais une saison estivale qui va être, en fait beaucoup plus critique puisque l'augmentation, des températures en été, est plus importante qu'en hiver. Si on donne quelques chiffres, donc ça, c'est pour vraiment donc ce qu'on appelle, unité, hydrolittorale, donc au global, hein. On va être, en moyenne à plus 2,1 degrés, au milieu du siècle. Donc ça, c'est la moyenne annuelle et donc ça varie entre +2 et +2,1 selon les unités hydrolittorales. Donc on voit que en fait, toutes, évoluent, à peu près dans le même sens et dans les mêmes ordres de grandeur. Et on a, cette même corrélation en fait pour, donc la fin du siècle où là on serait plus entre 3,2 et 3,5, donc en moyenne 3,4 en réalité, hein, sur le littoral, au niveau global. Donc, voilà, des températures qui évoluent, dans le même sens, on va dire, sur toutes les unités hydrolittorales. Quand on a étudié donc l'évolution des températures, on s'est aussi intéressé aux extrêmes de température, donc qui touchent la saison estivale, avec le nombre de jours qui dépassent 25 degrés, qui dépassent 30 degrés et 35 degrés. Ça, c'est ce que vous retrouvez sur les cartographies, il y en a plusieurs dans le récit climatique pour, vraiment, voilà, avoir un code couleur visuel et qui mettent bien en avant les tendances, le plus localement possible. Donc sur les 2 cartographies que vous avez sur la slide, vous avez le nombre de jours, le nombre annuel de jours, donc avec une température supérieure ou égale à 30 degrés, donc ça, c'est à gauche et le nombre de jours dont la température dépasse, 35 degrés à droite et pour vous donner un ordre d'idée, par rapport au nombre de jours dont la température dépasse 35 degrés, je vous ai mis un petit tableau sur la droite. Donc ça, c'est la période de référence. Donc ça veut dire que sur le littoral Occitanie, donc la colonne UL, on a en moyenne sur la période de référence 1976-2005, en moyenne 1,5 jours par an dont la température dépasse, ou est égale à 35 degrés. Sauf que si vous regardez la légende, de la cartographie de droite, on voit que toutes les unités hydrolittorales finalement connaîtront un nombre de jours, par an dont la température dépassera 35 degrés au moins, 5 fois, 5 fois par an. Donc il y a quand même une augmentation qui est assez notable et certaines unités hydrolittorales vont connaître ces jours dont la température dépasse 35 degrés finalement plus de 10 ou 20 fois par an. Donc là, ici, il y a une augmentation qui est vraiment, extrêmement notable, sur ces extrêmes de température. Donc on a aussi étudié, sur ces points-là, les phénomènes de canicule, de vagues de chaleur qui vont être finalement, plus intenses et plus fréquents, donc avec voilà un étalement dans le temps, plus important. Est-ce que Philippe, tu souhaites ajouter quelques éléments sur les cartographies? Bah, simplement, bah là, tu as bien commenté le tout. Simplement, vous voyez cette unité qui est appelée l'unité hydroélectorale numéro 1 qui correspond à celle qui est en bas, si vous voulez, au sud, à la frontière espagnole. Donc vous allez voir que cette UHL a, si vous voulez, a un comportement assez atypique pour l'ensemble des indicateurs, quasiment l'ensemble, parce que, si vous voulez, ce sont les points de grille des modèles climatiques régionaux qui ont été utilisés.
pour caractériser les microclimats, en tout cas par unité hydrolittorale. Et cette unité-là, en fait, a des points de grille dont l'altitude moyenne est plus importante, plus élevée que pour les autres unités hydrolittorales. En plus de cela, il y a des points de grille en proportion, il y a plus de points de grille qui sont sur la côte, en fait, que pour les autres unités hydrolittorales qui ont davantage de points de grille à l'intérieur des terres, même si on reste sur le littoral. Donc c'est pour ça que vous verrez que cette unité hydrolittorale a des résultats un peu atypiques, mais ça n'empêche que voilà, ça reste pertinent avec l'ensemble des données que l'on a pu collecter. Donc, si on passe cette fois, donc voilà, deuxième catégorie d'indicateurs. Donc, on a travaillé sur les précipitations. Là, sur les précipitations, c'est un peu particulier dans le sens où on ne va pas retrouver forcément cette évolution qui va dans le même sens pour toutes les unités hydrolittorales. On va vraiment avoir une très forte variabilité interannuelle entre les différents modèles utilisés, les différents scénarios. Donc, ça veut dire que d'une année sur l'autre, on n'aura pas d'évolution vraiment linéaire. Et ça se voit aussi sur les graphiques de Météo France que vous retrouverez également dans le récit climatique, donc sur la période passée et récente, qui montrent que voilà, les dernières décennies sont également marquées par cette très forte variabilité interannuelle. Des années avec une pluviométrie plutôt élevée, d'autres années finalement avec une pluviométrie plutôt inférieure à la moyenne, et en fait cette tendance-là se poursuit. On va quand même avoir, on est très prudent sur ces résultats, mais on a quand même une diminution, une tendance à la diminution des cumuls annuels de précipitations, mais il faut vraiment tenir compte voilà, du fait que d'une année sur l'autre, on aura voilà, très probablement des quantités de précipitations très variables. Et d'autant plus, donc l'autre point très important, c'est que ces précipitations, donc ces projections-là, sont comprises dans des amplitudes d'anomalies extrêmement importantes. Ce que ça veut dire, donc c'est l'exemple que je vous propose sur cette slide. Donc, sur la période de référence, on sait que sur le littoral d'Occitanie, donc la moyenne des 9 UHL, on va avoir 662 mm en moyenne annuellement en termes de précipitations par an. Et on sait qu'en milieu de siècle, l'évolution pourrait être de plus 31 mm. Donc voilà, c'est une évolution plutôt à la hausse, mais qui pourrait être comprise entre moins 116 mm et plus 150 mm. Donc, d'une année sur l'autre, ça peut énormément évoluer, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, et en même temps, être compris dans des amplitudes très, 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 très larges. Et donc voilà, ça nécessite aussi de lier la réflexion avec les sujets d'allongement des sécheresses, de gestion des inondations, parce que d'une année sur l'autre, la situation en termes de précipitations pourrait être extrêmement différente. On a également étudié au sujet des précipitations, donc le nombre le nombre maximal de jours consécutifs sans pluie, et également le nombre de jours de pluie, et qui montre donc voilà, l'évolution des indicateurs montre finalement une tendance à l'allongement des périodes sans pluie, surtout en période estivale, donc qui renforce les phénomènes de sécheresse, de stress hydrique, ou également d'inondation, notamment en saison automnale. Et effectivement, vous voyez sur la cartographie de droite, il y a un résultat qui peut étonner sur l'UHL 1, étant donné voilà, la situation en termes de précipitations dans les Pyrénées-Orientales qu'on connaît depuis quelques années. Mais pour autant, voilà, ça n'a pas vocation à être la norme. Et donc, cette variabilité des cumuls doit être vraiment étudiée de près, voilà, puisque ce résultat peut étonner. Je ne sais pas, Philippe, si tu as des compléments peut-être là-dessus. Oui, alors peu étonné parce que ces dernières années, on était plutôt sur de la sécheresse, sur des années de sécheresse. Mais bon, quand on regarde les projections climatiques, d'abord, ce sont des moyennes qui sont sur 20 ans, que ce soit des données annuelles ou des données saisonnières. Et alors 20 ans quand c'est la traque, 30 ans quand c'est RCP, mais si vous voulez, dans les projections climatiques, dans ces moyennes-là, on ne voit pas c'est une baisse significative des précipitations sur ce secteur-là et des années de sécheresse qui apparaissent.
N'empêche que, comme tu le disais, Virginie, il y aura plusieurs années sèches d'affilée, très probablement. Alors soit voilà, il va y avoir une année sèche, une année humide, ainsi de suite, soit une répétition d'années sèches. Voilà, avec ces précipitations qui en été vont baisser. Et donc ça, c'est un élément aussi important. Voilà, et ça, bon, on pourra vous le répéter peut-être dans les conseils de lecture, mais c'est vrai, ce dont parlait Virginie, avec ces écarts, en fait, hein. On a cette médiane de plus 31 mm, par exemple, sur le littoral, donc plutôt une hausse, mais quand on regarde les valeurs basses, les valeurs hautes des modèles climatiques régionaux, on a des valeurs qui sont très différentes. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est d'avoir justement cette approche multi-échelle dont on parlait avec les périmètres sous périmètres, mais aussi cette approche multimodèle pour voir un petit peu, pour montrer les incertitudes. Mais voilà, c'est pas des incertitudes qui doivent figer, c'est des incertitudes qui doivent, voilà, on vous informe et vous devrez prendre des décisions en fonction des résultats et des incertitudes associées. En complément sur les précipitations, donc on a, et en règle générale, tous les indicateurs ont été étudiés de manière, annuelle et quand c'était pertinent et disponible aussi sur les plateformes, notamment Drias, on a regardé ce que ça donnait sur les différentes saisons et parfois en les différents mois de l'année et notamment sur les précipitations, on a fait cette étude, mensuelle aussi, donc que vous retrouverez dans le récit et donc simplement ici, beh, Philippe en a parlé, on voit vraiment la différence, donc entre l'hiver à gauche et l'été, à droite. Donc là, c'est l'évolution des cumuls entre, la période de référence 1976-2005 et le milieu de siècle, où on voit que voilà, plutôt donc sur la partie hivernale, ben, on est plutôt sur une hausse, parfois faible ou parfois plus élevée, mais en tout cas en règle générale, plutôt une hausse. Alors que sur l'été, on est partout sur toutes les toutes les UHL, une réduction, des précipitations. Et on voit bien sur ces cartes, ce qui est intéressant, c'est le gradient en fait, ouest-est, en fonction des différentes unités hydrolittorales. Donc troisième catégorie d'indicateurs, on a utilisé donc l'indicateur IFM, donc l'indice feu météo pour voir étudier le risque incendie sur le territoire. Donc ce qu'on a dit précédemment, hein, sur des températures qui augmentent, une saison estivale qui connaîtra moins de pluie. Donc on a voilà comme je le disais, hein, une saison estivale qui devient, particulièrement critique et notamment au regard du risque incendie, puisque c'est dans cette saison-là que le risque est déjà de toute façon connu sur le territoire, mais pourra l'être encore davantage puisque la période propice aux feux de forêt, sera donc plus intense en été, mais surtout, s'étendra dans le temps en démarrant, probablement plus tôt, au printemps et en allant, un peu plus tard aussi, en s'achevant, plus tard en automne. Donc l'indicateur qu'on a étudié, donc l'IFM, en fait, c'est un indicateur qui a différents, niveaux. Donc au-dessus de 20, on considère que le risque incendie, est modéré. Au-dessus de 40, il est élevé et au-dessus de 60, il est très élevé. Donc on a regardé, en fait, le nombre annuel de jours, qui présentait un IFM supérieur à 40, donc avec un risque, élevé. Et on voit donc une augmentation. Alors selon les scénarios, selon les modèles utilisés, on a, presque un doublement du risque. Alors c'est pas forcément le cas là sur avec le scénario track puisqu'on passe de 31 jours avec un IFM supérieur à 40 sur la période de référence à 52 jours par an en fin de siècle. Donc, c'est pas tout à fait un doublement, mais en tout cas la tendance est là, elle est bien visible. Il y a une vraie augmentation, du risque incendie qui passe d'environ 1 mois par an, où on a un risque élevé, à presque 2 mois par an. Donc, voilà, ça suscite, évidemment, tout un tas de réflexions aussi à mener, sur les territoires en termes de protection des habitats d'espèces, d'accueil du public également. Voilà, il y a pas mal de sujets, qui sont soulevés par cet indicateur.
Et donc, vous voyez également la cartographie donc voilà, avec cette occurrence du nombre de jours annuels avec cette IFM supérieure à 40. Avec, là, on voit bien l'UHL2 qui, elle, est particulièrement soumise donc à cette évolution à la hausse. Alors, et puis voilà, bon, cette IFM supérieure ou égale à 40, bah, c'est, comme l'a dit Virginie, on est sur le risque élevé. Et dans ce risque élevé et dans les incendies qui se déclencheront, quand les conditions les plus défavorables seront réunies, cette IFM aussi nous parle si vous voulez, des départs de feu, des feux extrêmes à l'avenir, parce que là, c'est risque de incendie en général, mais aussi avec cette tendance de feu extrême, avec le dépérissement de la enfin de la forêt, par exemple, avec des sols très secs, bon, etc. Philippe, je te laisse prendre la suite pour le vent. Oui, alors bon, bah, il y a trois, vous voyez, hein, trois vents régionaux qui ont été étudiés. Vous les connaissez, hein, Mistral, Tramontagne, Marin. Et donc là, on a travaillé sur des jeux de données qui sont enregistrés par des stations météo. Et on a notamment travaillé sur les rafales de vent supérieures à 50 km/h. Et donc, on a ouais, une étude passée des coups de vent sur trois stations, vous voyez, avec une diminution de la fréquence du Mistral et de la Tramontagne. Alors diminution, là, on vous parle bien si vous voulez, de ces rafales de vent, hein. On ne dit pas dans le récit climatique que le vent en dessous de 50 km/h va baisser, mais on a travaillé sur ces vents forts, en fait. On s'est aussi appuyé alors à la fois sur les données qui ont été relevées, on a aussi regardé enfin une revue de littérature avec cette étude prospective avec de possibles changements dans la fréquence et l'intensité du Mistral et la Tramontane qui seraient liés aux conditions climatiques actuelles et à venir, hein. Et donc des impacts possibles sur les milieux, c'est ça qui est intéressant aussi dans le récit, hein, c'est de voir, ben oui, on a un nombre de jours avec des rafales supérieures à 50 km/h qui baissent, par exemple, et ben les conséquences, c'est des modifications des échanges à l'air haut des lagunes méditerranéennes, c'est la baisse des concentrations en oxygène dissous. Donc voilà, c'est un paramètre qui est intéressant aussi. Alors, ce qui est plus gênant pour nous, enfin gênant, c'est on aurait aimé faire mieux, mais c'est d'avoir vraiment des données modélisées pour le futur. Alors, dans DRIAS, les futurs du climat, en tout cas sur la plateforme, les jeux de données sont pas suffisants pour permettre cette étude-là. Mais en tout cas, il y a quand même des indicateurs, il y a des messages dans ce récit qui vous seront utiles. Donc, si on poursuit cette fois sur donc un autre chapitre de ce récit, donc sur la montée de la mer et les effets sur la bande côtière. Donc là, on a étudié, alors tout d'abord avec un indicateur, quelles étaient les projections, hein, en termes d'élévation du niveau de la mer, voilà, pour essayer de voir ce que ça pouvait faire sur le territoire en termes d'érosion, sachant que ce phénomène d'érosion, ça on l'a vu dans la partie littérature, en fait est déjà connu sur le territoire, sur le littoral, donc un littoral sableux qui est largement soumis à ce phénomène et surtout sur sa partie est, puisque voilà le littoral gardois et le littoral éroté semblent plus soumis, plus vulnérables en tout cas à l'érosion du littoral. Là, les chiffres que vous avez à l'écran sont issus d'une étude du début des années 2000. Donc, pour notre contexte, on a utilisé ces données. Et on avait déjà, hein, cette tendance à l'érosion et cette tendance plus forte sur les départements est du littoral. Et donc l'indicateur d'élévation du niveau de la mer, donc on a utilisé cet indicateur de la TRAC, dont le port de référence pour le littoral est Port-Vendre. Donc il y a un seul port de référence.
On a aussi regardé les données issues donc de la revue de littérature. Il y a des sources du BRGM aussi qui nous ont pas mal aidés pour voilà, décrire l'élévation du niveau de la mer. Et donc voilà, ce qu'on nous dit ici. Alors vous noterez hein, que la période de référence là est un petit peu différente. C'est pas 1976-2005, mais c'est 1995-2014. Donc c'est pour ça qu'on est à 0, puisque voilà, on part de cette période-là de référence. Ça ne veut pas dire que l'augmentation était nulle à ce stade, mais en tout cas, les comparaisons sont faites par rapport, à cette période-là. Et donc on nous dit, voilà, qu'en 2050, l'élévation du niveau de la mer en centimètres, au port de référence de Port-Vendre serait d'en moyenne 23 centimètres. Et là encore, on a cette, comme sur les précipitations, hein, on a ces amplitudes qui nous disent que c'est 23 centimètres en moyenne, mais que ça pourrait être compris entre 13 centimètres et 34 centimètres. Donc voilà, c'est pas, il y a quand même cette notion à avoir en tête puisque la réalité pourrait être tout à fait différente et on a les mêmes ordres de grandeur, en 2100 où là on aurait une élévation moyenne d'environ 60 centimètres comprise entre 46 et 81 centimètres, d'élévation, moyenne. Donc là aussi, hein, cette question d'incertitude, elle est très importante parce que, le chiffre moyen, voilà, il faut l'avoir en tête et pour autant, voilà, travailler sur l'adaptation, c'est aussi, un effort, d'anticipation et anticiper des scénarios, parfois, bon, bah, pas ceux qu'on espère, voir se réaliser, mais en tout cas se préparer aussi, à cette incertitude et à ce qui pourrait, arriver, dans des scénarios, moins optimistes. Je peux peut-être juste compléter sur cette partie élévation du niveau marin. On a nécessairement fait le choix de ne pas aller forcément beaucoup plus loin que la revue de littérature et les données de la trajectoire TRAC, notamment parce que les partenaires du PL21 portent déjà une étude sur la vulnérabilité du littoral d'Occitanie aux aléas concomitants d'élévation du niveau marin, d'érosion et d'inondation fluviale dans un contexte de changement climatique, qui sera là un travail beaucoup plus poussé. En parallèle, on a aussi au niveau local les cartes locales d'exposition au recul du trait de côte, qui ont vocation aussi à faire foi en termes de stratégies d'adaptation dans les territoires. D'où le fait d'avoir une approche plutôt généraliste dans le risque climatique, puisque la donnée qui sera pertinente sera la donnée locale pour compléter ça. Merci Marie. Philippe, je te laisse compléter ou passer à la Non, salinisation. bah, juste compléter, bon, c'est vrai que là, c'est vraiment les indicateurs tels qu'on a pu ouais, d'abord les rechercher et puis et les valoriser dans ce récit. Alors là aussi, incertitude, Virginie en a parlé avec ses fourchettes, mais aussi des incertitudes où l'élévation au niveau de la mer pourrait être plus élevée encore que la fourchette haute, par exemple 80 cm en 2100. Parce que en l'état, la modélisation voilà, nous donne ces résultats-là, mais les scientifiques s'inquiètent d'une possible élévation voilà, supérieure à ces 80 cm ou 80 cm qui sont indiqués là. Donc, et là, c'est typiquement l'un des indicateurs où vous devez aller prendre les extrêmes, et là, les extrêmes les plus défavorables pour votre littoral, parce que c'est des questions qui sont essentielles pour vous, de recomposition territoriale, spatiale, de recomposition sur votre littoral, et avec une relocalisation très certainement d'un certain nombre de biens et services. Voilà. Alors ensuite, ouais, je vais regarder la parole là, pour la salinisation. Alors là aussi, c'est issu de la revue de littérature qui a notamment été réalisée par Virginie et Hélène Petit. Donc on a ici, en tout cas en constat, et voilà ce qu'on a retenu en tout cas pour ce webinaire, c'est une salinité des sols et masse d'air qui est en hausse. Alors là,
on vous dit ça avec l'analyse finalement des données du passé récent, hein, et sachant qu'il n'y a pas de, là aussi, en tout cas quand je dis là aussi, sur certains indicateurs, il n'y a pas de projection future qui soit suffisamment robuste pour vous être présentée et sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour prendre des décisions à l'avenir. Une salinisation, voilà, susceptible de se renforcer avec les sécheresses plus fréquentes et intenses. Alors là, on est vraiment, là, on revient finalement sur les indicateurs climatiques avec les questions de température, les questions de précipitation. Donc salinisation, voilà, susceptible de se renforcer, sécheresse plus fréquente et intense, élévation du niveau de la mer, tout ce qui est submersion marine, hein, donc qui est bien distingué dans le récit. Donc élévation au niveau de la mer et submersion, voilà, deux phénomènes qui sont différents. Et puis cette évolution voilà, qui résulte de cette élévation du niveau de la mer et de cette submersion marine aussi, l'évolution du biseau salin, plus précipitation. Et c'est là où on a essayé de vous indiquer aussi dans ce récit, c'est finalement ce regard, cette approche systémique que vous devez avoir, parce que l'ensemble des éléments finalement sont liés. Donc bon, conséquence de ça, vous avez en tout cas un littoral particulièrement vulnérable quand on parle de salinisation, hein. Alors oui, mais même si, voilà, c'est vrai que Hélène, elle avait relevé l'exploitation du sel remonte au Moyen Âge, même si elle a cessé aujourd'hui, quasiment cessé. Mais vous avez des sols sur le littoral qui présentent des taux de sel élevés avec des conséquences multiples sur le milieu, enfin vos milieux humides, hein, et différents usages ou pratiques, avec une perte potentielle de la biodiversité et ou remplacement par des espèces, pardon, d'une exigence écologique plus tolérante, donc perte d'habitat et de leur fonctionnalité, etc. Donc là, on a à la fois si vous voulez, vous avez des données quand même qui ont été collectées, mises en avant dans ce récit. Euh, et vous allez voir quelles sont les tendances finalement récentes et voir, et puis imaginer aussi si ces tendances se prolongent, imaginer les conséquences qui pourraient affecter vos territoires, affecter votre littoral. Virginie et Philippe, on peut peut-être se donner jusqu'à 15 pour qu'on ait le temps d'avoir un petit temps d'échange avec les personnes présentes. On est sur la finalisation du support, donc on n'est plus vraiment très loin. On se prend 3 minutes voilà, Super. pour finir. Merci. Un petit mot peut-être sur l'indice, Philippe, Oui, alors l'indice un indice, d'exposition. alors là c'est une carte un petit peu alors c'est un indice d'exposition. Un indice d'exposition, je vais dire simple, où on cumule finalement les conditions défavorables liées à la sécheresse et à la chaleur. Donc on a les indicateurs température moyenne estivale, je ne vais pas tout lire, température maximale moyenne en été, le nombre de jours consécutifs secs, bon, etc. Et donc, c'est ce cumul, cette addition à partir de ces indicateurs qui nous permet de vous proposer cette carte d'indice, enfin cet indice d'exposition et qui vous montre quelles sont les unités hydrolittorales qui sont les plus exposées. Et donc, potentiellement, les plus vulnérables à l'avenir. Voilà. Mais là, c'était vraiment pour synthétiser un peu nos propos et cette carte apparaît dans la synthèse du récit. Et donc très très rapidement, mais simplement pour vous dire, donc en guise de conseil de lecture, dans chaque catégorie d'indicateurs, donc tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent, vous aurez une partie donc données passées, mais on reste sur la période récente pour poser le contexte et voir un peu comment les indicateurs évoluaient sur les quelques décennies derrière nous, avec données Météo France, revue de littérature, etc. Ensuite, une partie données projetées, donc là, des tableaux, des graphiques, du texte évidemment pour décrypter tous ces éléments, des données projetées grâce à la TRAC et ou au RCP en fonction des indicateurs ou des pas de temps annuels, saisonniers ou mensuels utilisés. Et ensuite, une infographie de synthèse. Donc, il y en aura une pour chaque catégorie, donc soit 6 au total. Une infographie de synthèse qui reprendra les messages clés, les chiffres clés de chaque catégorie d'indicateurs. Et un dernier point très très rapide sur donc en particulier sur la track, sur les scénarios mobilisés et les échelles temporelles qu'on a étudiées. On a, dans la mesure du possible, toujours étudié les indicateurs selon la track. Donc la track, hein, je rappelle, c'est en moyenne plus de degrés atteints en moyenne à l'horizon 2050 à l'échelle mondiale et en moyenne plus 3 degrés atteints
autour de 2100 à l'échelle mondiale également. Donc, quand je dis bien autour de 2050, autour de 2100, parce que selon les modèles, l'élévation de plus de degrés pourrait être atteinte en 2045 ou 2050 et quelques. Et voilà, faut pas avoir 2050 absolument comme une date butoir, mais plutôt comme une moyenne d'une période un peu plus large. Et donc, ces +2 et +3 à l'échelle mondiale, ils veulent dire +2,7 et +4 degrés, respectivement en moyenne en 2050 et en moyenne en 2100 pour la France hexagonale. Et donc, ça veut dire encore une autre réalité à l'échelle de l'Occitanie et du littoral. Et donc ça, c'est ce qu'on a étudié dans le récit. Et les RCP aussi ont été utilisés. Donc ça, vous aurez tout le détail technique de ce qu'il y a derrière ces scénarios. Mais ils complètent l'analyse, surtout pour la partie saisonnière et mensuelle, puisque voilà, certains indicateurs étaient disponibles sur ces pas de temps dans les scénarios RCP, avec encore une fois 2 scénarios prioritairement utilisés, puisque ce sont eux qui se rapprochent le plus de la traque, donc RCP 4.5 et RCP 8.5, avec là aussi 2 horizons temporels, en moyenne 2055 et 2085, qui sont eux aussi ces dates-là sont la moyenne de périodes un peu plus larges. Donc voilà, il faut vraiment raisonner avec cette notion de moyenne, en fait, hein. Et Voilà, et je crois qu'on juste, a... Oui, oui, juste Virginie, pour compléter ce que tu étais en train de dire sur cette période de référence, voilà, juste porter à votre attention le fait qu'il faut être vigilant sur effectivement les périodes de référence qui peuvent différer, j'allais dire, d'un scénario à l'autre, en tout cas lorsqu'on raisonne avec la track ou avec les scénarios RCP. Et donc chaque fois c'est rappelé, donc voilà, regardez bien quand même effectivement ces périodes de référence. Des fois peuvent un peu perturber la lecture, mais c'est important de toujours se remettre dans le bon contexte, j'allais dire. Voilà. ouais, complètement. Les périodes de référence avec la track, c'est quasiment tout le temps 1976-2005. Et de toute façon, on la reprécise toujours, hein, dans le texte, mais si c'est une période différente, elle est aussi précisée, comme pour l'élévation du niveau de la mer, où c'était une période un peu différente. Mais voilà, il faut voilà, bien avoir en tête les différents scénarios qui se rapportent à chaque fois effectivement vers des périodes de référence qui peuvent être différentes selon l'indicateur. Et voilà, on en a terminé pour cette présentation. Alors voilà, c'était succinct, le récit est assez long, on ne pouvait pas vous donner toutes les tendances, mais voilà, vous avez on va dire les tendances principales. Et voilà, on a quelques minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Virginie et Philippe. Peut-être deux apports. Dans le chat, Florian Mélard signale qu'il y a une publication qui est sortie qui met en avant les erreurs méthodologiques sur l'estimation de l'élévation du niveau marin. Et par ailleurs, si le pôle relais Lagune est présent aujourd'hui, je pense notamment à Nathalie Barre qui veut prendre peut-être rapidement la parole sur un travail bibliographique sur la salinisation des lagunes méditerranéennes. Je ne sais pas si tu es là, Nathalie. Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc en complément, juste voilà, pour signaler que nous avions eu une mission financée, enfin demandée par l'Agence de l'eau, mais cofinancée aussi en région, qui concerne la salisation des zones humides littorales. Donc concernant toute la façade méditerranéenne. Et donc, nous avons fait cette édition en fait, de fiches de synthèse qui se rapportent à des projets soit passés, soit en cours. En fait, pour les projets passés, ça ne dépasse pas la décennie en fait, pour rester sur voilà, une enveloppe temporelle, on va dire assez récente. Donc, vous pouvez le retrouver, en fait, cette synthèse sur la salisation des littoraux sur le site du pôle Lagune. Et donc, ça vous permet d'avoir un peu un résumé par projet qui vise voilà, l'étude et l'évolution de la salisation, soit dans les sols, alors que ce soit dans les lagunes, masse d'eau permanente, ou les zones humides qui peuvent être temporaires, ou encore le lien aussi à certaines catégories de faune, ou encore donc, tout le volet agricole. Il y a une étude également en lien avec l'aquifère, mais bon, pour ça, on a un peu sorti effectivement de la synthèse tout ce qui concerne le lien aux zones aquifères, mais bon, on a quand même quelques vidéos de côté sur ce sujet-là. Donc voilà, ça fait plus d'une centaine de pages et vous trouvez des éléments aussi méthodaux dans ces fiches résumées
qui vous permet de voir enfin, quelles sont les techniques qui ont été employées pour le suivi de cette salinisation. Voilà, donc c'est sur le site du pôle Lagune. Vous avez juste à taper voilà, salinisation milieu humide littoraux en Méditerranée. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet apport. Alors, par rapport aux questions, donc il y a une question, alors plutôt sur les aspects suite, calendrier, études, sur l'échéance de réalisation de l'étude sur la vulnérabilité des territoires littoraux en Occitanie. Ça, je laisserai la région répondre. Je ne sais pas si elle est présente ou autrement, ça serait pas Je sais avant pas. de... Oui, Marie, pardon, est-ce que vous m'entendez? oui, tout à fait. Du coup, par rapport au calendrier, on est sur une étude qui va durer 18 mois avec différentes étapes et voilà, on est vraiment au début de cette étude-là. Donc, on espère un rendu final en 2027. Merci beaucoup, Sarah, pour ces apports. Par rapport aux données qui seront produites, elles seront effectivement accessibles. Et sur la suite, donc là, comme le disaient Virginie et Philippe, l'idée, c'est de finaliser le livrable pour la fin du mois. On vous les mettra aussi à disposition, on vous le mettra à disposition suite à ce webinaire quand il sera finalisé, aussi avec l'enregistrement du webinaire et le support de présentation. Sur le calendrier, côté conservatoire, nous, on continue à s'appuyer sur ce travail aussi pour pouvoir réfléchir à la question de la vulnérabilité. Donc, on échange pas mal avec nos partenaires du PL21, avec nos gestionnaires, notamment dans le cadre des comités de gestion et de l'actualisation des plans de gestion. Si je reprends les questions dans l'ordre, donc un peu plus sur le récit, il y avait Sylvain qui posait une question sur... peut-être que Sylvain, tu veux la poser à l'oral? Oui, rapidement. Bon, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Alors je suis quand même surpris qu'on arrive à différencier autant les unités hydrauliques littorales, parce que quand je regarde les études nationales, surtout sur des horizons aussi lointains, on part un petit peu parfois dans tous les sens, ce qui est normal, hein, parce que prévoir l'avenir, c'est quand même un peu compliqué en la matière. Donc, est-ce que vous pourrez fournir les marges d'incertitude? Quel scénario vous avez retenu et ainsi de suite? Parce que quand on regarde, nous, on travaille par exemple sur l'érosion, on travaille sur du SSP2 4.5, du SSP5 8.5, du SSP5 8.5 LC, et ainsi de suite. Et évidemment, ça crée des marges d'incertitude importantes. Voilà, donc juste la publication des marges d'incertitude. Ouais, je vais peut-être répondre à cette question. Alors, de toute façon, comme le disait Marie, hein, vous allez avoir le récit et puis vous allez avoir les données. Et dans les données, en principe, vous avez la médiane, hein, en tout cas pour les scénarios qui ont été utilisés, que ce soit, en tout cas, que ce soit la TRAC ou les RCP. Et puis vous avez la valeur basse et la valeur haute. Et quand je dis la valeur basse et haute, c'est la valeur minimale d'un des modèles et maximale de l'autre modèle. Voilà, parce qu'il y a 17 modèles qui sont utilisés au total, et on est resté, on a plutôt pris cette médiane et les valeurs extrêmes, qu'elles soient basses ou hautes. Voilà, donc ça veut dire que vous pourrez vous appuyer dessus. Après, sur la différenciation entre les unités hydrolittorales, là, c'est vraiment basé sur ces données de point de grille. Et c'est plutôt sur les médianes, hein, toute la cartographie que vous avez pu voir là. Donc voilà. Mais oui, oui, ça peut surprendre. Et puis on a des schémas aussi. Nous aussi, hein, de notre côté dans l'équipe, voilà, on ne s'attendait pas à certains résultats. Et finalement, voilà, quand on exploite les données, on les cartographie. Alors, peut-être un point de vigilance aussi, hein, avec les cartographies qu'on vous montre, parfois entre les différentes classes, il y a peu de différence. Donc, on prendrait d'autres bornes finalement, d'autres classes, on aurait des résultats qui visuellement seraient différents. C'est là où il faut être prudent aussi. Merci Philippe. Ensuite, on a Lou qui pose une question sur les horizons. Quand on parle des horizons futurs 2050, quelles sont les périodes couvertes? Est-ce que c'est la période 2021-2050 ou autour de 2050?
Lou, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, c'est parce qu'en fait, vous parliez à un moment des températures de milieu de siècle. Et c'est pour ça parce que dans les RCP, quand on les manipule, c'est l'horizon 2050, en fait, c'est avant. Et je ne savais pas si avec les données TRAC, c'était les mêmes horizons ou pas. Alors pour l'RCP, pour 2050, comme c'était mentionné là dans le diaporama, c'est plutôt 2055, donc c'est 2041-2070 pour la période. Et pour la track 2050, alors c'est le niveau de réchauffement qui est attendu vers 2050, donc on va dire au milieu du siècle. Et si vous voulez, là aussi, on l'a mentionné, alors quand on dit vers, ben, c'est une période de 20 ans à chaque fois, là. Donc c'est 10 ans avant, 10 ans après, mais selon les modèles climatiques régionaux, on a ce niveau de réchauffement qui n'arrive pas à une même date, ou à une même échéance, si vous voulez, même si on est sur une période comme ça quand on prend 20 ans. Donc là, c'est tout, si vous voulez, c'est tous les points de vigilance. Vous verrez dans le récit, d'ailleurs, ben, un petit avertissement, hein, vous avez, avant d'arriver vraiment aux indicateurs, qu'ils soient issus des différentes plateformes ou de la revue de littérature, on a vraiment fait cet effort d'expliquer avec une approche un peu pédagogique, si vous voulez, pour vous aider à bien comprendre quels sont les différents horizons, pourquoi tel choix de données, etc., pour que vous puissiez arriver finalement au niveau de la lecture des indicateurs armés pour bien comprendre, avoir les bons réflexes pour regarder les périodes de référence qu'on évoquait tout à l'heure, et David a insisté là-dessus, il a eu raison. Et voilà, finalement, c'est une lecture en étant vigilant en permanence pour essayer de bien saisir ces évolutions climatiques à venir. Merci. Ensuite, donc il y a une question qui porte plutôt sur la définition des unités hydrolittorales. Donc tout ça, c'est bien défini dans le livrable. Sur la concertation avec les acteurs du territoire, ça a été un travail sur la base d'une proposition donc de Géographer et du RECO, et ça a été bien discuté au sein du comité de pilotage, qui était un comité de pilotage qui associait pas mal d'acteurs techniques, les financeurs, mais aussi le conseil scientifique du Conservatoire du littoral et le GRECO, qui est le grec Occitanie. Est-ce que la réflexion va se poursuivre sur les impacts sur l'évolution de la biodiversité et des usages? Ça fait écho au travail porté par le plan Littoral 21 sur l'analyse de la vulnérabilité, où c'est un point qui peut être soulevé. Ça, pareil, Sarah, je ne sais pas si tu veux compléter. Autrement, peut-être juste côté conservatoire, nous, c'est au cœur de nos réflexions et on essaye de l'aborder en lien avec nos gestionnaires et les plans de gestion. Sarah, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Oui, peut-être, donc c'est des sujets voilà, des focus qui pourront être étudiés dans le cadre de l'étude de vulnérabilité. À ce stade, c'est un peu trop tôt pour, pouvoir identifier exactement, ce qui va être, travaillé. Voilà, avec le bureau d'études, qui est le groupement qui a été, sélectionné pour cette étude, on est vraiment encore dans la phase de l'état de l'art et cetera. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu tôt, même si c'est des sujets qui pourront en effet être travaillés, dans le cadre de cette étude-là. Merci Sarah. Ensuite, il y a une question. Alors, il est 28, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions. Mais je peux peut-être en prendre encore une ou deux. Et pour celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous fera un retour, je pense, dans le compte-rendu de ce webinaire. Sinon, on peut déborder de 5 minutes hein, si ça gêne personne. On fait ça? Oui, puis on peut laisser nos coordonnées aussi s'il y a des questions plus particulières, enfin, si on n'a pas le temps de les traiter, on peut aussi laisser nos Ok, mails, oui. entendu. On se dit jusqu'à 35. Du coup, Armand Krabi demande si vous avez pu évaluer la significativité statistique des tendances observées.
Alors la réponse est non. Voilà, on a surtout essayé d'insister sur les incertitudes liées aux différentes modélisations. Voilà, on a essayé d'insister là-dessus, mais il n'y a pas eu non, il n'y a pas eu ces tests-là. Ok, merci. Luc Bélanger demande si cette démarche va se poursuivre, notamment avec des perspectives d'études sur certains processus qui apparaissent comme majeurs pour le futur des territoires littoraux, mais sur lesquels les données et les projections manquent, peut-être parfois de précision, submersion marine et apport d'eau et de sel par le souterrain. Alors ça, c'est peut-être une question collective. En tout cas, l'objectif du récit climatique côté conservateur du littoral, c'était aussi de s'inscrire dans le cadre de la démarche NatureAdapt, qui est une démarche qui est surtout à destination des gestionnaires d'espaces naturels sur la complétude avec d'autres études, submersion marine, apport d'eau et de sel, c'est une réponse qui appartient aussi à d'autres partenaires institutionnels, au monde de la recherche, etc. Et puis, pour certaines qui ont vocation aussi à être portées à des échelles peut-être plus locales. Ensuite, Benjamin demande concernant les données érosion. Vous avez indiqué utiliser les données d'une étude des années 2000 avec pour l'Hérault 35% du littoral environ en érosion. Est-ce que vous pourriez préciser la source avec un petit point d'information sur le fait qu'au niveau des données de l'Observatoire départemental de l'Hérault, l'étude de l'évolution du trait de côte héroltais entre 2009 et 2020 conclut à 60% du littoral en érosion. Oui, alors on a plusieurs sources dans le récit au sujet de l'érosion. Alors l'intitulé exact, je ne vais pas l'avoir en tête, mais je pourrais l'envoyer. Marie, tu pourras me donner le contact ou je t'enverrai l'étude pour que Ouais. tu la transfères. On a aussi un chiffre du CEREMA qui nous disait que le littoral du Gard et le littoral de l'Hérault atteignait jusqu'à 50% d'érosion. Donc effectivement, ce sont des chiffres qui donnent des tendances et selon l'organisation qui va nous fournir le chiffre, on va avoir des différences là aussi de pourcentage. Donc, en tout cas, la tendance est là. Il y a une vulnérabilité manifeste accrue sur cette partie du littoral. Mais effectivement, selon le chiffre utilisé, il y aura des divergences, effectivement. Merci Virginie. Est-ce que tout le monde a bien pu poser ses questions avant qu'on conclue? Sinon, je vais laisser peut-être la parole à Cédric Bouin, délégué Languedoc-Roussillon. Oui, bonjour à tous. Bon, on était très nombreux, jusqu'à 150 là, à cette vidéo, et on est très heureux de ça. L'objectif vraiment, c'était justement de pouvoir diffuser un maximum d'informations. Marie l'avait rappelé au début, donc c'est effectivement un enjeu stratégique pour le conservatoire. Donc, notamment au niveau de la délégation, ce qu'on souhaite, c'est que notre stratégie, notre action, nos actions et nos stratégies intègrent mieux en fait ces questions d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'on doit le travailler avec nos partenaires à différentes échelles nationales. On a un programme européen, Adapto Plus, là, qu'on n'a pas cité, mais qu'on est en train de déployer aussi avec des partenaires. Donc au niveau européen, national et local. Et vraiment, l'idée, c'est ce récit climatique, il serve de base pour que tous nos plans de gestion intègrent mieux ces questions d'adaptation. Donc il y a des gestionnaires qui sont très avancés, qui ont fait qui sont arrivés un peu au bout des premières démarches et d'autres qui n'ont pas débuté. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à généraliser un peu ces approches, l'intégration de ces approches et ces questions d'adaptation. Donc c'est une première pierre. Alors dans cette période électorale, l'objectif qu'on partage aussi avec plusieurs partenaires, c'est d'avoir une base scientifique. Donc vous voyez sur les résultats, il y a des choses, on se dit bah oui, ça on le sait effectivement. Voilà, mais ça permet l'objectif c'était de quantifier et d'avoir un travail vraiment scientifique très rigoureux qui permette d'avoir des chiffres. Alors, c'est pas facile d'avoir des chiffres sur des incertitudes. Donc, il y a des fourchettes, voilà, il y a des choses qu'on voit, des signaux faibles. Voilà. Mais par contre, on voit tout que ça se traduit concrètement sur le terrain aujourd'hui, hein. Beaucoup de choses ont été dites. On est tous confrontés un peu au quotidien dans la gestion des sites.
Voilà, donc l'idée, c'était qu'on ait une base scientifique pour qu'on appuie un peu le discours et qu'on aille aussi auprès des nouveaux élus. En tout cas, c'est un de nos objectifs avec ces bases-là, malgré les incertitudes qui sont un peu incontestables car solides. Donc, c'est que le début, effectivement. On va passer, il y a beaucoup de questions sur la suite. Là, déjà, vous aurez, je pense, un certain nombre de questions sur la méthode, le contenu. Donc, je pense que le rapport en lui-même apportera beaucoup de réponses. Et ensuite, on est ouvert, bien sûr, aux questions. On fera peut-être une collecte un peu de ces questionnements et puis on fera un retour un peu groupé pour que ça puisse alimenter au maximum vos réflexions. Euh, voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre participation nombreux et on imagine on était assez nombreux, mais n'hésitez pas à diffuser aussi ce travail, hein. C'est vraiment, ça doit servir à ça, sur le maximum diffusé, pour que ça alimente au maximum le travail des acteurs sur le littoral d'Occitanie. Et on peut conclure ce webinaire, peut-être aussi un petit mot de remerciement quand même pour le groupement qui a fait un travail extrêmement abouti et qui nous sera bénéfique pour l'ensemble du territoire. Donc merci et bon début de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Bon, bonne merci. journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup.